Alors bonsoir à toutes et à tous. On vous propose de commencer cette soirée avec donc le traditionnel mot d'accueil en tant qu'hôte Daniel Rocher, délégué général de l'UMM Loire, qui va effectivement débuter cette soirée qu'on vous présentera un peu plus en détail. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux pour cette conférence qui fait partie, qui est repérée comme étant un des points forts de notre semaine de l'industrie. Alors vous savez peut-être que nous sommes en pleine semaine de l'industrie et nous avons donc un plan de promotion des métiers que je vais aborder très rapidement avec vous. Mais d'abord, je vous propose de connaître un petit peu mieux l'UMM, savoir ce que nous faisons, puisque vous êtes ici donc au sein de la Cité des entreprises, que j'ai la chance de diriger en tant que délégué général de l'UIMM. Donc l'UIMM, pas IU, UIMM, Union des industries et métiers de la métallurgie. Pour la Loire, ça représente un peu plus de 1200 entreprises et aux environs de 24 000 salariés. Nos missions, qu'on pourrait qualifier de quasi régaliennes, puisque l'État nous les reconnaît en tous les cas, sont défendre les entreprises de la métallurgie et promouvoir les métiers de notre branche industrielle. Alors pourquoi promouvoir nos métiers? Parce que nous avons des métiers qui sont ce que l'on appelle éminemment en tension. Là, vous le savez très certainement, mais aujourd'hui l'industrie bénéficie encore malheureusement d'une image assez délétère. Nos métiers sont toujours considérés comme des métiers pénibles, difficiles. Ça a changé, mais l'inconscient collectif continue à nous dire les métiers de l'industrie sont des métiers pénibles. Donc nous avons besoin de faire de la promotion des métiers, promouvoir nos métiers, nos entreprises, pour essayer d'amener le plus de jeunes vers chez nous. Donc, nous menons le plan de promotion des métiers de l'industrie de la Loire, enfin, de la métallurgie et évidemment de toute l'industrie. Simplement, un autre chiffre qui n'est pas marqué ici, le tout industriel dans la Loire, ça pèse à peu près 50 000 salariés. La métallurgie pèse 24 000, donc vous voyez, on est à peu près à la moitié. Juste la métallurgie pèse à peu près la moitié de l'inter-industriel. Nous avons, dans cette grande maison qui s'appelle la Cité des entreprises, qui est donc dirigée par l'UMM Loire, nous avons des structures de services pour nos adhérents. Et nous avons le pôle formation des industries technologiques, qui est abrité ici, puisque nous sommes dans la partie MAI, Maison de l'apprentissage industriel. Et donc le pôle de formation des industries, qui regroupe deux grosses structures, CFAI, AFPI, où on forme tout au long de la vie en apprentissage, en formation continue, et on fait de la qualification également. Les chiffres, on les verra après. Nous avons une autre structure, qui est une structure de conseil, qui aide nos entreprises sur toute la dimension RH, notamment, toutes les difficultés que l'on peut rencontrer à recruter, à former, à sélectionner des bons profils, et qui conseille également les entreprises sur la démarche d'innovation. Nous avons mené, et nous sommes les pilotes au niveau national aujourd'hui, nous avons mené une démarche nouvelle qui s'appelle ID, Innovation pour le développement endogène des entreprises, qui permet à une entreprise d'être accompagnée sur un projet dormant d'innovation pour développer un produit, une idée, un service. Et cette entreprise peut bénéficier de l'accompagnement d'un ingénieur de 5e année pendant 6 mois, coaché par son maître de recherche. Tout ce programme idée d'innovation a été lancé par l'UMM Loire et est financé dans sa plus grande partie par l'UMM national et nous. Nous avons également une troisième entité qui s'appelle la DEFIM. La DEFIM qui va chercher les fonds de formation, puis qui les répartit, qui les optimise, et qui peut vous aider, pour ceux qui sont de la métallurgie, dans la salle, à optimiser vos plans de formation. Donc ça, c'est notre structure interne. Et puis nous avons une structure qui est avec nous, qui s'appelle Somudimec, qui a été créée par la métallurgie également, Rhône-Alpine cette fois-ci, c'est né en Isère, qui permet de financer les projets d'entreprise. Aujourd'hui, bon nombre d'entreprises ont des problèmes pour investir, simplement parce que les banquiers demandent les bilans des 3 dernières années. Or, quand on a une idée innovante qui permet de développer une activité, peut-être d'aller sur des marchés nouveaux et de conquérir des marchés, on est bloqué parce que les banques très souvent demandent des bilans passifs, alors que nous, ce qu'on voudrait, c'est la projection sur les 3 années et les parts de marché qu'on va gagner grâce à ça. Donc le système que nous avons monté, nous les métallurgistes, qui s'appelle Somudimec, permet de travailler justement en prospective, non pas sur le passé. Donc voilà, très rapidement brossé les services les plus importants de la maison. Pour en revenir sur l'apprentissage, sur le pôle formation des industries technologiques, déjà juste un petit mot, nous avons donc décliné ce nom, pôle formation des industries technologiques, qui est le nom consacré pour tous les pôles de l'UMM en France. Et nous sommes pôle labellisé, et c'est quand même une assez grande fierté, parce qu'il n'y a en France pour l'instant que 2 pôles labellisés, un pôle régional, donc une grande région, et un pôle territorial, la Loire. Donc nous sommes pôle labellisés par l'UMM en interne. Et vous voyez là tous les domaines dans lesquels nous travaillons.
dans lesquels nous formons en apprentissage, en professionnalisation, en formation continue, mécanique productique, génie industriel, maintenance industrielle, chaudronnerie, soudage, électronique, énergie, éléments communicants, optique et vision industrielle. Évidemment, ce sont nos cœurs de métier. Et puis, on a toutes les fonctions support, les fonctions connexes, technico-commercial, marketing, informatique et réseau bureautique. On est dans le cœur de cette conférence aujourd'hui. Réseau, ressources humaines et management, qualité, sécurité, environnement durable, logistique, supply chain. Donc, notre cœur de métier, toutes les fonctions support et connexes au développement de l'industrie. Quelques chiffres très rapidement, je ne veux pas vous embêter plus longtemps. 1000 alternants, c'est un très gros centre de formation. On est une grosse région industrielle, on est bien au-delà de la moyenne nationale en termes d'implantation industrielle et de nombre de salariés. Donc on est une grosse région, donc on forme beaucoup. On essaye en tous les cas. Le plus difficile pour nous, c'est de trouver des jeunes qui veulent suivre des formations et de trouver des employeurs qui veulent bien abriter des jeunes. Et de faire matcher tout ça, de faire en sorte que les jeunes rencontrent les bons employeurs sur les bons besoins et les bons niveaux de formation. Donc 2700 stagiaires, 700 000 heures de formation continue et des formations qui vont de façon très simple du CAP jusqu'au diplôme d'ingénieur. Avec un certain nombre de masters, bien évidemment, notamment sur les domaines qualité, sécurité, environnement et développement durable. 2 sites, un à Saint-Étienne, ici, un autre qui est à Mably, dans ce qu'on appelle le campus de l'apprentissage, que vous connaissez peut-être, qui est juste à côté du CFA des métiers de bouche. Voilà, très rapidement brossé le décor dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui. Alors, on m'a demandé de passer un message tout à l'heure, parce que vous avez vu que nous avons une filière informatique et réseau. On vous a d'ailleurs remis une plaquette. Donc on forme de bac plus 2, grosso modo, de BTS, jusqu'à bac plus 4, 5 sur les masters. Ce qu'on ressent, nous, comme étant quelque chose d'important, c'est qu'il va y avoir à peu près 1 million de personnes dans le monde entier qui vont être formées dans les 5 ans à venir sur de l'informatique pure. L'urgence pour nos entreprises, parce qu'elles sont très très loin du métier que bon nombre d'entre vous pratiquent, c'est-à-dire vraiment l'informatique pure et dure dans le hardware, le software. Nos entreprises, nous, ce qu'elles ont besoin, c'est de gens très compétents, très bien formés, très rapidement, pour savoir justement mettre en place les bonnes parades qui vont leur permettre d'avoir un système informatique qui va être maintenu, qui va durer dans le temps et qui ne paralysera pas les entreprises. On reçoit en permanence depuis à peu près 6 mois de la part de la préfecture des messages d'alerte nous indiquant attention cryptologueur, attention ci, attention ça, etc. C'est bien de nous prévenir, c'est parfait. L'idéal, c'est de nous donner les solutions. Et nous, ce qu'on veut en termes de chambre syndicale, en termes d'appareils au service de ces adhérents, donc de ces entreprises, c'est être capable de donner simplement des solutions. Donc voilà, on va vous demander de nous exposer un maximum de choses pour que nos entreprises puissent avoir des solutions pratiques, simples, sans qu'on soit un pro en informatique. Parce que moi, à part taper sur Enter, c'est tout ce que je sais faire sur l'ordinateur. Merci, merci beaucoup. Merci. Alors cette soirée a été mise en place grâce à notre partenaire de longue date, Deuxy. Et donc on accueille Franck Gott, directeur général de cette société, qui va également nous présenter la société avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Oui, bonjour à tous. Donc Franck Gott, donc l'un des 2 fondateurs de l'entreprise Deuxy et qui occupe aujourd'hui les fonctions de direction générale. Pour vous expliquer en quelques mots ce que c'est que Deuxy, nous sommes une société de services, d'accord. Donc on a parlé d'industrie tout à l'heure. Nous sommes dans le service et on sait qu'il y a beaucoup de métiers aujourd'hui dans l'informatique. Notre métier à nous, c'est d'être le généraliste. Souvent, on prend l'analogie des médecins pour expliquer un petit peu notre approche et notre métier, puisque on sait qu'aujourd'hui dans l'informatique, comme en médecine, il y a beaucoup de spécialistes. Des gens qui sont très pointus dans un domaine d'activité, mais le premier médecin qu'on va voir, c'est le médecin généraliste, traitant, qui nous connaît et qui va être capable de nous orienter. Et pour comprendre notre métier, Deuxy, c'est pareil, nous sommes des généralistes, nous travaillons avec des contrats de suivi dans le temps avec nos clients, pour les conseiller, pour les orienter, pour vraiment les assister dans l'ensemble du périmètre que regroupe le système d'information. Nous sommes aujourd'hui une 60aine de personnes. On est implanté sur la région à Métrotech, au parc Métrotech, avec une équipe de 10 personnes. Et nous intervenons essentiellement en Rhône-Alpes, avec une agence également à Nîmes, qui permet d'adresser le territoire PACA. Voilà un petit peu sur la présentation très succincte de Deuxy, mais on va rentrer dans le vif du sujet du jour, qui est, je trouve, extrêmement d'actualité au vu des
Et effectivement, des 3 dernières semaines, où on a vu passer beaucoup de choses en termes de virus CryptoLocker qui ont impacté et qui impactent énormément nos clients, mais j'imagine pas que, puisque c'est un problème qui forcément touche l'ensemble des entreprises aujourd'hui. Voilà. Merci Franck. Alors, vous l'avez peut-être vu, donc cette conférence est filmée, donc elle est diffusée en direct sur YouTube. Vous avez également 2 écrans sur les côtés où vous pouvez tweeter en direct. Donc n'hésitez pas, on fera attention à ces tweets et on ira questionner justement les intervenants. Et puis vous pouvez vous connecter Wi-Fi local plus facilement si vous souhaitez. Donc, on va passer sur le thème de la soirée, la cybersécurité, comment garantir la pérennité de votre entreprise. Un petit mot, la cybersécurité peut être définie comme l'ensemble des procédés informatiques visant à protéger les données transitant par un système d'information. Depuis quelques années, donc, la démocratisation de l'accès à l'informatique et la globalisation des réseaux ont été des facteurs de développement d'attaque sur le web. En parlant d'attaque, on a oublié de vous dire que vous avez dans votre petite pochette un petit cadeau, je ne sais pas si vous avez prêté attention, un étui anti-piratage pour les cartes bleues pour éviter de vous faire pirater. Au niveau du piratage, donc le bilan a de quoi inquiéter nos entrepreneurs qui sont présents ce soir. Selon une étude du cabinet donc PwC, qui est un cabinet reconnu dans ce domaine-là, qui a été publié en octobre dernier, le nombre des cyberattaques contre des sociétés a augmenté de 38% dans le monde entier sur ces 12 derniers mois. Et la France est plus particulièrement touchée puisque le nombre de cyberattaques a progressé de 51% en un an. Donc, afin de pouvoir vous éclairer sur les actions à mettre en place et les comportements à tenir, nous avons le plaisir donc d'accueillir 2 personnes ce soir. Je vais demander notamment donc à Nicolas Barre, qui est consultant chez 2i, intervenant dans le domaine de la sécurité pour l'Université de Lyon 2, pour la cité d'entreprise, et Télécom Saint-Etienne, de nous rejoindre pour cette première partie. Nous aurons ensuite Maître Raphaël Peuchot, qui est avocat à la Cour spécialiste en droit de l'informatique et des réseaux, du cabinet Fourman et Peuchot, si j'ai bien prononcé, qui nous rejoindra sur l'aspect juridique. Alors Nicolas, nous allons d'abord commencer par parler de système d'information, avant de parler d'attaque. Et on va d'abord questionner la salle pour savoir comment ils définissent un système d'information. Alors, on va vous faire passer un petit micro. Je vois que dès qu'on pose une question, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Quelle définition vous donneriez d'un système d'information ? On a des spécialistes parmi nous, donc je pense qu'on peut avoir un premier niveau de réponse. Soyez pas timide. En plus, c'est il pas y en a matin, certains, donc... sinon au fond, là, qui pourraient répondre. Je voudrais savoir leur réponse. Voir s'ils écoutent bien. Alors, on va voir la première personne qui a été désignée. Bonsoir à tous. Donc, pour moi, le système d'information, c'est l'ensemble des technologies mises en œuvre en fait, comme outil pour faire travailler une boîte au niveau informatique et l'ensemble des personnes qui le gèrent et qui vont mettre en place diverses techniques et procédures pour gérer tout ça. D'autres définitions du système d'information ? La réponse est à peu près complète, pas tout à fait. Qu'y a-t-il à rajouter ? Alors, j'ai oublié de vous dire, à la fin, il y aura une petite évaluation. Alors, pas une évaluation des questions, une évaluation de ce que vous avez pensé de cette soirée. Donc, n'ayez pas de crainte, il n'y aura pas d'évaluation sur cette définition. Donc, on vous demandera tout simplement de remplir cette évaluation à la fin pour qu'on puisse, nous aussi, améliorer, je dirais, les actions qu'on peut mettre en place. Donc, le système d'information, ce n'est pas que les ressources informatiques, ce n'est pas que vos PC, ce n'est pas que vos imprimantes, ce n'est pas que vos écrans, ce n'est pas que tous les logiciels que vous avez, c'est tout ce qui tourne autour. Le système d'information, ça va être aussi tous les outils que vous allez mettre en œuvre, ça va être aussi toute la partie organisation, procédures, documents, compétences, acteurs, on l'a cité tout à l'heure. La définition du système d'information est beaucoup plus large que ce qu'on pourrait croire. Et c'est pour ça que la sécurité du système d'information va pas forcément s'arrêter qu'à l'ordinateur.
Il va falloir aussi protéger les utilisateurs. Il va falloir aussi protéger aussi ces documents. Je prends toujours l'exemple, vous avez bien protégé tous vos PC, tous vos accès aux données par mot de passe, etc. Mais il suffit que vous laissiez un papier dans votre imprimante pour que finalement vous perdez la confidentialité. Voilà. Donc c'est toujours très important, on verra tout au long un petit peu les parades. Mais la sécurité du système d'information a 4 objectifs. C'est que votre système soit toujours disponible, que votre système soit toujours intègre, que forcément vos données soient confidentielles et que derrière il y a une traçabilité. Ou aussi, enfin voilà, il y a plein d'autres termes qui peuvent être définis, mais la traçabilité peut être aussi important pour prouver en fait que ce que vous faites sur le système d'information. Voilà un petit peu les 4 thèmes les 4 objectifs qui vont être visés par les différentes menaces que je vais présenter par la suite. Et ces objectifs sont très importants parce que chaque menace va toucher un ou plusieurs objectifs. Voilà ce qu'est à peu près la sécurité du système d'information. Mais j'insiste, le système d'information, ce n'est pas que votre PC. C'est tout ce qui gravite autour. Mais il y a beaucoup de choses qui gravitent autour. On va donc voir quelles sont les clés pour cerner l'environnement des menaces qui nous entourent. Nicolas, pourquoi les pirates s'intéressent au système d'information du monde professionnel, mais aussi du monde privé ? Pour différentes raisons, parce que déjà d'une part, il peut y avoir un gain financier, bien entendu. On peut avoir accès à l'information ou prendre en otage aussi l'utilisateur en lui demandant une rançon, ça on y reviendra plus tard. Il peut y avoir aussi de l'espionnage industriel, réussir à aller prendre des plans ou des choses comme ça. On peut aussi revendre des ressources. Une base de données maintenant vaut très cher. On a eu le cas d'un client qui se posait des questions une fois sur sa base de données de ses adhérents. Il s'est demandé, voilà, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Typiquement, on va les revendre à des publicitaires. Récupérer ces bases de données, c'est quand même un coût. Derrière, vous pouvez facilement les revendre. Je donne pas d'idée, surtout pas. Vous pouvez aussi, les enjeux, ça va être pouvoir utiliser aussi des ressources. On va utiliser vos ressources, vos PC, vos autocoms aussi, parce que c'est ça aussi qui est important, vos centrales téléphonie pour venir appeler, pour les pirater, pour derrière après venir appeler à plein d'endroits différents dans le monde gratuitement, parce que c'est vous qui allez payer, c'est vous l'entreprise qui allez payer. Voilà. Après, il y a tout un tas d'enjeux. Il y a aussi maintenant un peu la cyberguerre qui arrive, où on voit, dès qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau mondial. Des attentats, des choses comme ça, il y a Anonymous qui arrive et qui va pirater un nombre de sites incroyables ou la partie djihadiste qui arrive à pirater des collectivités. Il faut savoir que ça arrive assez régulièrement. C'est arrivé il n'y a pas très longtemps dans une mairie proche d'ici, à Savigneux, qui tout d'un coup s'est réveillé un matin, je crois le lendemain ou le surlendemain des attentats du 13 novembre, avec une belle photo faisant de la propagande djihadiste. Donc voilà, ça arrive souvent et ça arrive de partout, quoi. Même pour des petites collectivités. Ok. Franck tout à l'heure l'a dit, on a des attaques de plus en plus importantes. Quelles sont les conséquences de ces attaques ? C'est vrai que ça devient de plus en plus important, ça devient de plus en plus fréquent et de plus en plus grave. On voit que maintenant, ça va aller du piratage des bases de données avec du vol d'informations personnelles ou même de la propriété intellectuelle. Derrière, il y a peut-être des brevets qui vont être volés, des plans qui vont être volés. Il peut y avoir vraiment de lourds dommages pour l'entreprise. Par exemple, une baisse d'activité en raison d'une éventuelle panne de service informatique, un virus qui vient complètement vous impacter, vous êtes obligé d'éteindre complètement votre réseau, derrière plus personne ne peut travailler. La baisse du chiffre d'affaires qui va en découler, il peut y avoir une atteinte à la réputation de l'entreprise parce qu'un site internet qui est mal sécurisé, derrière vous avez une belle propagande où forcément ça va vous porter atteinte à votre image. Vous allez pouvoir aussi perdre des données confidentielles propres à vos clients. Il y a des grands groupes pour lesquels c'est arrivé, on les a vus diffuser, type Yahoo, type Orange, mais ça peut arriver aussi à des petites entreprises, PME, PMI.
Et surtout derrière, il va y avoir des frais importants liés à la réparation du service informatique endommagé. Il peut y avoir des enquêtes judiciaires, il peut y avoir l'intervention d'un avocat pour certains préjudices. Mais c'est vrai que sur ce côté-là, il peut y avoir de graves conséquences pour l'entreprise. Vous nous présentez quelques chiffres ? Oui, tout à fait. Donc on l'a dit tout à l'heure en introduction, mais c'est vrai que en France, le nombre de piratages a augmenté de près de 50% en 2015, contre 38 dans le monde entier. Donc on devient une cible privilégiée de nos hackers. Depuis 2010, il y a eu 176% du nombre de cyberattaques. Il faut à peu près 170 jours pour découvrir une cyberattaque. Souvent, c'est dormant. Souvent, vous ne le voyez pas. Et tout d'un coup, vous vous dites, mince, j'avais quelque chose sur mon système d'information. On le reverra tout à l'heure, mais sur des chiffres, il y a 28% des fraudes qui sont liées à la cybercriminalité. Dans les fraudes, on verra, il y a d'autres choses, mais il y a quand même une grosse part qui est liée à la cybercriminalité. Et aujourd'hui, 80% des attaques concernent les PME. Donc c'est Symantec qui avait fait cette étude en 2015. Donc toujours à prendre avec des pincettes, parce que ça reste des chiffres donnés par un fournisseur d'antivirus. Mais quand même, on remarque que maintenant les cibles deviennent des PME et plus les grosses entreprises, parce qu'il n'y avait que 31% en 2012 et 18% en 2011. Ok. Quelles sont les principales menaces pour les entreprises aujourd'hui ? Alors vous avez quelques chiffres que j'ai oubliés, si je dis pas de bêtises, donc on répondra à la question après. C'est vrai qu'il y a le CLUSIF qui avait fait une étude en 2014 qui m'ont demandé à différentes entreprises de tout secteur, de tout type, de toute taille, etc., de dire quels étaient les incidents de sécurité auxquels ils avaient eu à faire face. Souvent, c'était la perte de service essentiel, donc un opérateur plus de lien dû à une malveillance ou même un accident, parce que dans la sécurité, on ne va pas parler que de malveillance, on va parler aussi d'erreurs humaines, de choses comme ça, qu'il faut aussi contrer. Un coup de pelleteuse sur votre lien internet, derrière vous, c'est une perte de service essentiel, donc vous n'avez plus de réseau, vous n'avez plus de système d'information. Il faut se poser la question, est-ce que vous pouvez continuer de travailler ? Après, derrière, il peut y avoir forcément le vol ou disparition de matériel informatique, des pannes d'origine interne, des erreurs d'utilisation et des erreurs de conception. Ça aussi, ça rentre vraiment dans la sécurité du système d'information. Il y a à peu près 30% qui sont faites par des virus ou des attaques logiques. Mais on remarque surtout que les nombres entre 2014 et 2012 ont considérablement augmenté. C'est de plus en plus fréquent qu'on est victime d'incidents de sécurité. Alors, les principales menaces aujourd'hui et celles de demain ? Celles de demain, ça va être compliqué de les trouver. On le voit tous les jours. Juste aujourd'hui, je crois que beaucoup de mes collègues de 2i peuvent en faire part. On a eu un nouveau virus, une nouvelle forme de mail qui vient d'arriver. Donc voilà, il faut faire face tous les jours à de nouvelles attaques. On ne peut pas anticiper, malheureusement. On peut essayer... On verra comment on peut les combattre, mais ça reste assez compliqué. Mais on voit, il y a différentes menaces qui peuvent arriver. C'est tous des termes que vous avez pu voir passer. On parle de chevaux de Troie, on parle de virus, on parle de vers, de zombies, etc., etc. Je ne vais pas vous rentrer dans les définitions. Ça restera très large. Je rentrerai dans certains détails après, mais on verra. On connaît tous le virus, mais derrière, il y a d'autres choses qui sont plus graves et qui vont cibler quelque chose de très facile à attaquer, on va dire. Ok, on va parler de l'une des premières menaces liées au Wi-Fi. Donc j'ai une première question, il y en a qui sont connectés au Wi-Fi public ? Non, forcément, vous n'avez pas eu le temps, ou forcément vous n'allez pas me le dire, parce que vous allez me dire qu'il doit y avoir quelque chose. En fait, si vous étiez connecté au Wi-Fi public, vous avez ça en dessous, si les conditions un petit peu générales d'utilisation de votre Wi-Fi public. Je vous laisse les lire. Donc ça, c'est quelque chose c'est des tests qui sont faits assez régulièrement, dans différents endroits et qui prouvent que les gens ne lisent pas, parce que finalement vous cochez et derrière, vous avez accepté quelque chose que vous n'avez pas lu. Je pense que la plupart vous ne lisez pas les conditions générales d'utilisation du Wi-Fi public. Je donnerai après quelques chiffres sur ça.
Mais voilà, c'est quelque chose qui est assez important hein, parce que derrière, vous acceptez déjà de donner vos données personnelles. Souvent d'ailleurs, de plus en plus derrière le Wi-Fi public, enfin peut-être que Maître Peuchot pourra me confirmer ou non, mais souvent derrière le Wi-Fi public, il y a des récupérations de données personnelles, après qui sont déclarées à la CNIL, enfin voilà. Mais souvent il y a des récupérations de données personnelles, donc faites très attention à ces conditions générales, parce que là vous acceptez voilà tout ça. Et vous acceptez aussi notre belle-mère, du coup? Non, pas du tout. Deuxième menace. Donc toujours sur l'écoute par le Wi-Fi public, il y avait eu quelque chose qui avait été fait. Je voulais juste vous donner quelques chiffres à l'aéroport de Barcelone par un cabinet Faparavast, un éditeur d'antivirus gratuit, et qui avait remplacé tous les Wi-Fi publics par leur Wi-Fi à eux et avait réussi à récupérer beaucoup d'informations. Donc ils avaient récupéré déjà 2000 utilisateurs en à peu près 2 heures, même pas 2 heures, qui s'étaient connectés à Wi-Fi et qui derrière, ils avaient réussi, au-delà de savoir quel était l'appareil, c'était l'Apple, Windows Phone ou de l'Android, savoir ce qu'ils avaient recherché comme information sur Google et consulter leur email, savoir s'ils avaient consulté Yahoo, savoir s'ils s'étaient connectés à différents sites. Ils avaient réussi quand même pour 63,5% à découvrir l'identité de l'appareil et de l'utilisateur. Tout ça parce que ils s'étaient connectés dessus ou ils avaient laissé connecter leur Bluetooth ou leur Wi-Fi connecté. D'où l'importance de bien gérer son smartphone et tout ce qui est objet connecté. Je pense que par rapport à la question demain, quelles sont les nouvelles attaques, elles vont plus arriver sur les smartphones et les objets connectés. Tout est connecté maintenant, tout peut se pirater assez facilement. Donc voilà, ça va être le principal danger. Alors, je regarde, on a des petits tweets. 5$ le tarif moyen de location pour 1 heure d'un botnet. Je ne sais pas ce que c'est un botnet, moi. Un botnet, c'est un robot en fait qui va s'installer sur n'importe quel type de PC. Ça peut être le vôtre chez vous ou dans votre entreprise et qui va derrière vous permettre de saturer un site internet. Donc en fait, ça va envoyer énormément de requêtes sur le site internet et pour le saturer et pour que le site internet soit HS. D'accord. Deuxième menace, liée notamment au mot de passe. Il y a une étude qui a été faite l'année dernière, c'est fait toutes les années, ça ne change pas forcément, sur les 10 mots de passe les plus utilisés en 2015. Voilà, je vous laisse le lire. Ça, c'est des mots de passe qui sont facilement craquables. Je pense que je viens de voir qu'il y avait une erreur dans le PowerPoint, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais voilà, les mots de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, password, QWERTY, parce que c'était fait en anglais, mais sinon AZERTY remonte assez facilement en France. Voilà, après, le mot de passe, c'est le point d'entrée unique de votre système d'information. Et c'est généralement, je dis bien généralement, derrière, vous perdez tout, quoi. Bon, je vais avoir mon effet. Normalement, je devais vous faire tester votre mot de passe, mais je ne vais pas pouvoir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le slide a disparu. Donc voilà, tant pis. Mais s'il y en a qui seraient intéressés après la conférence pour venir tester leur mot de passe, voir en combien de temps il peut être craqué, c'est assez utile. Mais voilà, vous le ferez après. Il n'y a pas de problème. On va donc passer à la troisième menace que vous appelez l'ingénierie sociale. Vous entendez quoi par ingénierie sociale? L'ingénierie sociale, c'est l'art de manipuler les gens. Il se dit qu'en informatique, 80% du risque se situe entre la chaise et l'ordinateur. Voilà. Pour nous, en tant qu'informaticien, voilà, c'est vraiment le risque et c'est ce qui va être le plus difficile à détecter parce qu'il va vous utiliser vous. Il va vous utiliser vous et surtout, vous n'allez pas vous inventer. Vous n'allez pas vous vanter que vous avez cliqué ouvert un mail qui est infecté. Il n'y a aucun logiciel spécifique qui est nécessaire et l'attaquant va vous utiliser soit par téléphone, soit par courrier, soit par un mail, etc., etc. Le premier, on va dire, qui est très d'actualité depuis quelques semaines, c'est vous allez recevoir ce mail sur votre boîte perso ou sur votre boîte pro, où ça c'est un cas véridique.
Je pense qu'il y en a un qui est en train de rigoler un peu vert parce que c'est un de nos clients qui a reçu ça chez lui, dans sa boîte mail, donc client dans la métallurgie, je crois, c'est ça. Je ne le citerai pas, on a enlevé tous les noms parce qu'on ne veut pas le mettre à défaut. Et derrière, il a reçu ce mail. Voilà, free. Très bien, ça c'est cool, on vient de changer d'opérateur. Je veux ouvrir le mail. Derrière, il a eu ça. Bon, c'est écrit en anglais, parce que bon, les hackers ne sont pas forcément français. Toutes ces données ont été cryptées. Toutes. Voilà. Là, c'est à partir de ce moment-là où, mince, qu'est-ce que je fais? J'ai le choix de payer. Je peux payer. Voilà, ou j'appelle mon service informatique. Si j'en ai un, je l'appelle, ou sinon j'appelle ma hotline pour lui dire « Oh là là, je comprends pas, j'ai eu ce message-là. » Généralement, ce message, ils vous le disent pas qu'ils l'ont eu, hein, ils ont juste fermé. Mais par contre, sur vos PC, serveurs, etc., tous vos fichiers deviennent bizarres. Loki, je me rappelle plus de l'extension de CryptoLocker, Crisis, etc., etc. Où là, vous pouvez plus utiliser vos données, sauf si vous payez. Voilà. Après, il y a d'autres solutions pour restaurer. Enfin, il va falloir restaurer vos données, d'où l'importance des sauvegardes, mais ça, on y reviendra. Pour information, j'avais participé à des échanges avec la gendarmerie. Jusqu'au dernier, on va dire CryptoLocker, Loki, il nous disait qu'il y avait 9 chances sur 10 pour que vous puissiez, si vous payez, récupérer la clé. Parce que forcément, si vous ne récupérez pas la clé, eux, ça ne sera pas lucratif pour eux. Donc ils ont intérêt à vous la donner, la clé. Crisis, par contre, là, il paraît qu'ils ne la donnent pas. Voilà, donc vous recevez un type de mail comme ça, type free, type autre chose, quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un, enfin voilà, etc. Il y a tout plein d'exemples. Et derrière, tout est crypté. Il y en a qui ont déjà eu ça ici, dans les entreprises. Chez 2i, ça a été un moment... Ah, je ne citerai pas le nom de l'entreprise, que je la connais. Ok. Et d'autres, non? Personne? Là-bas aussi. Souvent, alors ce que je remarque, c'est force de rencontrer des entreprises, on ne va pas dire qu'on a eu un incident de sécurité, ça ne se dit pas. On le cache vraiment auprès du public. Hein. C'est normal parce que derrière, ça montre qu'on a peut-être une petite faiblesse. Donc ça peut être assez compliqué. Voilà, donc ça c'est l'actualité en ce moment. C'est incroyable tout ce qu'on peut avoir comme type de virus de ce type-là. À un moment, on en avait, je ne sais plus, c'était 2 à 3 par jour chez nos clients, quoi. Mais après, voilà, c'est l'utilisateur qui a cliqué. C'est l'utilisateur qui a cliqué. Donc, d'où l'importance des moyens de se protéger après. On verra. Il y en a une qui est très importante, ça va être la sensibilisation. Un autre qui fait appel un peu à l'ingénierie sociale, c'est l'arnaque au président. Donc l'arnaque au président ou aux faux ordres de virement. En fait, c'est arrivé à peu près en 2010 et ça a eu un préjudice environ total en France de 485 millions d'euros. Donc en fait, ça consiste tout simplement à appeler quelqu'un de votre entreprise, généralement la comptable, et de lui dire, j'aimerais, de se faire passer d'une part par le président, par le PDG de l'entreprise. Donc ils arrivent même jusqu'à capter la voix du dirigeant, à se faire passer pour la voix, lui dire il faudrait que tu me fasses un virement rapidement sur tel compte parce que voilà, j'ai une affaire en cours, enfin peu importe. Et donc voilà, pour qu'un virement soit fait, de quelques, c'est pas des petites sommes en général. Et ça arrive aussi par mail où des fois, la comptable ou la secrétaire, l'assistante de direction, peu importe, va recevoir un mail demandant de faire un virement, un mail du dirigeant demandant de faire un virement sur tel compte. Il y a des clients à nous qui se sont fait avoir, enfin, un client, je crois, un autre qui ça n'a pas fonctionné parce que la comptable s'est dit mais oh, c'est bizarre, le dirigeant ne me demande jamais des choses comme ça par mail, il vient souvent me voir. Donc là, ça s'est arrêté. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui arrive de plus en plus souvent et ça concerne vraiment les entreprises de toute taille et de tout secteur. Ça, c'est la gendarmerie qui nous a donné ces chiffres parce que c'est quelque chose qui suit énormément. Voilà, on voit que c'est à peu près des TPE, ETI, micro-entreprises ou PME
Et dans tout type de secteur, vous pouvez retrouver une arnaque au président. Et ça va maintenant, dernièrement, j'en ai discuté avec un de nos clients il y a 2 jours, où ça va sur des fournisseurs qui vous appellent, des soi-disant fournisseurs qui vous appellent pour vous dire on a changé de RIB, est-ce que vous pouvez me passer cette facture sur ce RIB-là? Vous avez un numéro de téléphone à rappeler, forcément le numéro de téléphone est bien rerouté et bien préparé pour que voilà, vous soyez dans la bonne entreprise et tout. Et derrière, vous faites votre virement ou pas, mais c'est quelque chose qui devient de plus en plus fréquent, et ça a été aussi très fréquent au moment du changement, là, c'est pas avec le Big IBAN, où là, ils ont profité à fond de diffuser des RIB à tout va. Et le dernier chiffre par rapport à tout ça, c'est quels sont les différents types de fraudes. On a parlé, il y a 28% de la cybercriminalité, et il y a 10% de fraude aux présidentes qu'on vient de voir. À côté de tout ce qu'on peut entendre à la télé, détournement d'actifs, fraude comptable, fraude aux achats. Donc voilà, on voit quand même que la partie cybercriminalité va à peu près faire 38% avec la fraude au président. Merci, on a vu les principales menaces. Maintenant, quels sont les moyens que vous nous proposez pour se protéger? J'ai déjà une première question. Quels sont les moyens techniques que vous utilisez, vous, dans vos entreprises? Qu'est-ce que vous pouvez connaître comme moyens techniques pour vous protéger? N'hésitez pas à répondre. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Du chiffrement de disques durs, chiffrer tous les protocoles. Qu'est-ce que je pourrais dire? Un bon système de sauvegarde, oui. Mais beaucoup de chiffrement. D'accord. C'est déjà un bon niveau de sécurité à ce niveau-là, quand on arrive au chiffrement. D'autres, qu'est-ce que vous avez? Devant. Bonsoir. Du coup, pour nous, c'est essentiellement de maîtriser vraiment la plupart des flux qui rentrent ou qui sortent du système d'information. Donc, je dirais, c'est d'avoir déjà un firewall qui est correctement réglé et qui est affiné au maximum. Un pare-feu. Oui, voilà, un pare-feu. Un pare-feu qui est bien correctement réglé, qui est affiné au maximum. Et c'est aussi, comme vous dites, pas mal de, de sensibilisation des personnes aussi, de sensibiliser tout le monde, qu'ils soient tous conscients que la faille, ça peut surtout venir d'eux, en plus de ce qui peut rester des fois dans le système d'information. Oui, tout à fait, c'est vraiment un moyen, on verra après, qui va être très important au-delà des moyens techniques. Donc, troisième témoignage. Oui, bonsoir. En fait, nous, on gère aussi les flux, on sensibilise les utilisateurs sur l'ouverture des pièces jointes provenant d'inconnus, mais pas seulement. Et on fait très attention surtout aux sauvegardes. Les sauvegardes hors site, sur bande, voilà. De telle sorte qu'on soit quand même un minimum capable de restaurer une situation d'urgence dans le cadre d'un plan de reprise d'activité. Et aussi dans le cadre d'un CryptoLocker par exemple, aussi, il faut restaurer des données assez rapidement pour éviter d'en perdre, parce que finalement les données elles sont plus récupérables. J'ai oublié de dire par rapport au CryptoLocker, vous avez quand même un certain temps, je crois que c'est 48, 72 heures, tout va dépendre du type de virus. Mais voilà, derrière, il faut sauvegarder, donc vous pouvez perdre des données. Voilà, mais juste une petite chose à ajouter sur les pare-feux. Le plus important, je pense, c'est la maîtrise des flux applicatifs. On n'expose pas un site on va dire, qui contient des bases de données. On fait en sorte de ne pas avoir tous les œufs dans le même panier, déjà pour éviter justement l'exposition du système d'information. Oui. D'autres qui veulent intervenir? Bonjour. Alors, pour tout ce qui est décision importante, elles doivent être prises de visu, de préférence, et éviter d'utiliser un système d'information ou un moyen de communication générique, par exemple le mail qui date de 1965, au passage, donc très vieux protocole, et qui ne répondait pas aux mêmes enjeux que ceux d'aujourd'hui. Et faire en sorte que vraiment insister sur les décisions importantes, donc les virements notamment faits aux fournisseurs, les bons de commande à droite à gauche, faire en sorte qu'ils soient traités de visu avec les personnes en question, le plus possible. Là, ce qui va être important, c'est vrai, on parle de moyens techniques, mais beaucoup ont mis le doigt là-dessus, c'est qu'en fait, au-delà des moyens techniques, il ne faut pas s'arrêter à ça.
enfin, voilà, on parle d'antivirus, d'anti-spam, d'anti-malware, de sauvegarde, détection d'intrusion, mise à jour de système d'exploitation, pare-feu, cryptage des données, etc., etc. Mais derrière ça, il y a des humains. Donc, il y a des humains, on en a besoin. On parlait de sauvegarde. Les sauvegardes, c'est bien beau, elles vont se faire, mais il faut les superviser. Il faut contrôler que tout se passe bien. Il faut derrière aussi faire des tests de restauration pour vérifier que les sauvegardes se sont bien passées. Les pare-feux, c'est pareil. On parle de pare-feu. Il y a énormément de règles à créer. Il faut les surveiller. Il faut savoir si tout est bon. Voilà, et c'est l'importance aussi derrière les outils. Il va falloir mettre en place une organisation. Il n'y a pas d'outils sans organisation, et vous aurez beau mettre tous les plus beaux outils au monde, il y aura toujours un fort risque si derrière c'est pas piloté, managé, et si derrière aussi, on verra après, mais si derrière c'est pas, les utilisateurs sont pas sensibilisés. Pour nous et pour moi aussi, c'est très important. Hein, on n'est pas éditeur, on est totalement indépendant, et j'ai beau dire, voilà, vous auriez aucun de ces systèmes-là, vos utilisateurs seraient sensibilisés, je pense que vous auriez moins de risques que de l'inverse. Voilà, ça c'est mon avis personnel. Alors pour vous, deux moyens principaux. Le premier, principaux, pardon, c'est mieux. La sécurité, pour moi, c'est une démarche d'entreprise. Derrière, il va falloir créer une politique de sécurité du système d'information. On crée des politiques de qualité, on crée d'autres types de politiques. Mais pour moi, il y a une politique de sécurité du système d'information qui va, on va dire, prendre l'ensemble des directives, procédures, codes de conduite, règles organisationnelles, ayant pour objectif la protection du système d'information de l'organisme, qui va décrire qu'est-ce qui va être fait. Et là, quand on parle de sécurité du système d'information, on parle un peu de l'entreprise en elle-même, donc voilà, pour garantir un petit peu sa pérennité. Et qui va mieux porter ce projet, c'est la direction. Ça va être important pour moi que ça parte de la direction. Ça va pas être le DSI. Le DSI va y contribuer, le directeur du système d'information, le responsable du système d'information va y contribuer. Pour d'autres grandes entreprises, le responsable du système d'information, le responsable sécurité du système d'information va aussi y contribuer. Mais pour moi, tout doit venir de la direction. Et pour la mettre en œuvre, on part sur un schéma classique qui se retrouve dans qualité tout particulièrement, qui est ce qu'on appelle la route d'Hamming, où il va falloir toujours rentrer dans un cycle d'amélioration continue. Vous allez la faire, vous allez d'abord identifier les risques, faire un audit, mettre en place un plan d'action, mettre en place des mesures de sécurité, vous allez derrière surveiller et vérifier et analyser et améliorer. Cette politique de sécurité, ce qui va être important, ça ne va pas être de la mettre en œuvre un jour. C'est de la garder en vie parce que les risques changent tout au long. Les gens changent, les risques changent, etc., etc. Autre moyen, on en a parlé, plusieurs me l'ont cité, qui va être le plus important, mais on l'a vu finalement, c'est l'utilisateur. L'utilisateur, c'est le maillon faible de l'entreprise. C'est lui qui va faire entrer toutes les menaces. Et s'il connaît et comprend les menaces, il pourra les détecter. C'est ce qu'on a dit, ça a été cité là. C'est si les gens savent un peu mieux ce qu'ils ont comme risque à ouvrir un mail qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils connaissent, mais voilà, avec des demandes un peu particulières, déjà, ils vont peut-être pas l'ouvrir. Après, on a des cas où même à sensibiliser les gens, malheureusement, ils ont envie d'ouvrir ce mail pour voir ce que ça fait. Voilà, il y a des clients, ils ont ouvert 4 fois le même mail. Voilà, tant pis. C'est d'un côté, on n'est pas derrière tout le monde, derrière chaque utilisateur, mais c'est important de les sensibiliser, de leur faire comprendre ce qu'il y a comme risque après. Comment vous allez sensibiliser? Il y a des tonnes de méthodes. Il n'y a pas de règle exacte. Vous allez faire une communication écrite, formation présentielle, formation e-learning, ce qu'on appelle des jeux, des serious games, des mises en situation. L'important, c'est de les sensibiliser. Après, à vous de voir dans votre entreprise comment vous pouvez les sensibiliser. Il y en a différentes choses, parce que la communication écrite, ça forcément, son plus et son moins. Parce qu'on sait souvent qu'on reçoit tellement de mails, tellement de communications écrites qu'on ne les lit pas. Ça passe. Puis bon, la sécurité,
c'est un peu contraignant hein, pour les utilisateurs. Donc vous allez les former, mais ils vont pas forcément être intéressés. Voilà, il faut rendre les choses très interactives et arriver à porter ce projet différemment à la sécurité pour que derrière ça fonctionne. Il n'y a pas vraiment de règles à adopter. Pour moi, il faut associer communication écrite et orale. Il faut faire les deux. C'est important parce que ça permet de mieux comprendre un petit peu aussi des fois les contraintes de l'utilisateur. Pourquoi il va faire ça. Après, il y a beaucoup de partage, il y a beaucoup de compréhension et faut pas que non plus que la sécurité devienne une contrainte pour l'utilisateur. Donc il faut que le discours reste accessible, dynamique et interactif. On dit toujours que l'informaticien parle un langage un peu bizarre, ce qui n'est pas faux par moment. Mais il faut derrière que il se fasse comprendre de l'utilisateur et vice versa. Il faut que l'utilisateur le comprenne aussi. Il faut que le responsable informatique comprenne l'utilisateur. Merci Nicolas pour cette première partie. On va demander maintenant à Maître Raphaël Peuchot de vous rejoindre, où on va maintenant aborder comment faire de la règle juridique un outil de sécurité informatique. C'est à vous. Merci, bonsoir à tous. C'est bon. Donc là, le titre de ma présentation, c'est sécurité informatique de l'entreprise, contraintes ou opportunités. On vient de voir qu'il y a un certain nombre de mesures techniques, mais aussi beaucoup de bon sens. Hein, vous l'avez rappelé Nicolas à l'instant. Mais malheureusement pour vous, il y a aussi quelques règles juridiques qui s'appliquent. Je dis malheureusement parce que ça va être la première partie de mon intervention. C'est ce que j'appelle la contrainte légale. Et puis ensuite, il faut arriver à faire de la contrainte une opportunité parce qu'il faut dépasser l'aspect purement contraignant des règles juridiques qui peuvent s'appliquer. Alors, dans la première partie, j'évoquerai l'obligation générale de sécurité du système d'information. En vertu de règles légales et législatives, il s'impose aux entreprises une obligation de sécurité. Donc on ne peut pas y échapper et on ne peut pas dire, une fois qu'on a eu un incident ou qu'on a laissé filer des données à caractère personnel de certains de ses salariés, on ne peut pas dire je ne savais pas qu'une obligation légale de sécurité existait, puisqu'elle existe et que la loi s'applique. J'évoquerai également les contraintes légales en matière d'informatique et liberté, puisque c'est sans doute ce qui est de plus sensible aujourd'hui, pas forcément de plus risqué, mais sans doute de plus sensible, notamment avec l'écho médiatique qu'il peut y avoir quand des données personnelles sortent de l'entreprise. Et puis et pas les, il y a une petite faute de frappe, les respects des droits de propriété intellectuelle. J'évoquerai simplement la contrefaçon de logiciels, puisque en matière de sécurité informatique, on parle souvent de pirates, mais le droit peut pas tout. En revanche, en matière de contrefaçon de logiciels, on peut faire la police dans son entreprise. Et ça, c'est une source d'insécurité informatique, parce que si un jour on a l'interdiction d'utiliser ces logiciels ou ces applicatifs parce qu'ils sont piratés, parce qu'on a un certain nombre d'étudiants qui arrivent avec des mallettes de logiciels qui sont prêts à l'emploi, mais qui sont sans licence, on peut avoir de vrais problèmes. Je dis étudiant parce que ça me vient à l'idée que je suis enseignant à l'INSA de Lyon, mais ça peut être tout autre collaborateur, et on peut être tout à fait paralysé dans son utilisation. La deuxième partie, j'évoquerai aussi rapidement la maîtrise du risque dans l'entreprise, c'est-à-dire faire de cette contrainte un atout, d'abord en surveillant les réseaux et les salariés, ensuite en prenant quelques précautions simples dans les contrats informatiques, notamment de fournisseurs de solutions de sécurité, et puis j'évoquerai enfin la gestion des situations de crise. Parce que comme vous l'avez indiqué à l'instant, quand on a pris toutes les précautions managériales, techniques et de sécurité, il peut advenir que des incidents surviennent et il faut savoir les gérer au moment opportun. Donc première partie, l'environnement légal, je vais aller très vite. Oui, vous arrivez à lire, je pense. Juste quelques rappels de textes généraux. Un texte du Code civil très ancien qui dit la chose suivante: chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Si à raison d'une absence totale de règles de sécurité informatique dans l'entreprise, vous laissez filer des données d'un partenaire commercial qui atteignent dans les mains d'un concurrent, vous pouvez causer un préjudice à votre partenaire commercial. Et il est en droit de vous en demander réparation. C'est aussi simple que ça. C'est un vieux mécanisme de la responsabilité civile et notamment contractuelle. Quand on rentre un peu plus dans le détail, il y a effectivement une règle du code pénal que je cite, je la lis simplement rapidement, c'est l'article 226-13, la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par son état, soit par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. C'est pas tellement la sanction qui importe, c'est le fait que le code pénal appréhende, et plus simplement le code civil, mais le code pénal appréhende la fuite de données qui peuvent être couvertes par le secret.
Le dernier article, c'est un article concernant les données à caractère personnel, j'y reviendrai tout à l'heure. Quelles sont les implications simples en termes de risque et de responsabilité? D'abord, il existe donc bien une responsabilité générale de l'entreprise quant à la sécurité de son système d'information. C'est bien une obligation légale, comme je le disais à l'instant. Alors, à la fois sur la circulation des données, c'est toute la sécurisation des flux, leur archivage. On verra tout à l'heure que l'archivage, il peut être en interne ou à l'externe. Donc ça pose des problèmes de sécurisation des données quand elles sont hébergées à l'extérieur. Et aussi l'accessibilité, la confidentialité des données. J'évoquerai notamment ce qu'on appelle les clauses de réversibilité. Vous donnez pendant 2 ans vos données à un hébergeur. Pour des raisons qui vous regardent, vous voulez changer d'hébergeur ou reprendre la main sur vos données. Si vous n'avez pas des clauses de réversibilité sérieuses, vous êtes en risque. Notamment si vous n'avez pas payé la dernière facture pour des raisons légitimes. Et vous risquez de ne pas pouvoir reprendre la main sur vos données. Ça implique aussi de connaître un état de conformité par rapport aux règles de l'art. Alors on rentre là dans un domaine assez complexe parce que sous votre contrôle, les règles de sécurité informatique et technique évoluent très vite. Mais il y a quand même un certain nombre de permanences. C'est ce qu'on appelle les guides de bonne pratique de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui très régulièrement met à jour des guides très précis, très documentés, pédagogiques, sur la façon de mettre en œuvre des bonnes pratiques de sécurité informatique, à la fois en termes de niveau, mais en termes de moyens également. C'est aussi les recommandations de la CNIL, qui insiste beaucoup sur la sécurisation des données à caractère personnel, c'est assez normal, c'est son job, mais qui, au travers de la protection des données à caractère personnel, donne un certain nombre de recommandations qui peuvent servir pour l'ensemble de la sécurité informatique de l'entreprise. Puis ensuite, c'est toutes les normes techniques qui sont assez nombreuses, notamment toute la gamme des ISO 27000 et quelque chose, notamment ISO 27001 en termes de méthodologie de sécurisation, qui sont des normes très bien structurées, qui permettent aux entreprises d'atteindre un certain niveau attendu et légitime de sécurité informatique. J'ouvre une parenthèse, quand la CNIL fait un contrôle dans une entreprise, elle vérifie 2 choses. La première chose, c'est s'il y a une politique de sécurité, et si la politique de sécurité existe, si elle est adossée à une norme. Et la deuxième chose, c'est s'il y a une charte informatique. C'est les 2 premières vérifications. S'il n'y a ni l'un ni l'autre, l'entrée en matière est très mauvaise pour l'entreprise, parce qu'il y a un a priori négatif immédiat qui est généré dans l'esprit des inspecteurs de la CNIL, qui considèrent que s'il n'y a ni l'un ni l'autre, ça veut dire que l'entreprise n'a aucune conscience, des risques, ni de ses obligations en matière de sécurité informatique. Quelles sont les contraintes maintenant de cette loi? Je vais très vite. C'est d'abord la protection de la sécurité des données. Alors, je vais vous lire l'article 34 de la loi informatique et liberté, qui date de 1978, qui est donc une loi très ancienne en matière de temps Internet, si je puis dire, qui dit la chose suivante, ça n'a pas varié depuis cette époque, ça fait 3 lignes. Le responsable du traitement donc des données à caractère personnel, est tenu de prendre toute précaution utile au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement pour préserver la sécurité des données et notamment empêcher qu'elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès. Alors pour faire les choses bien, il y a toujours, je sors mon téléphone parce que je l'ai sur mon téléphone, vous en avez un article du Code pénal qui dit la chose suivante, le 226-17, parmi bien d'autres qui concernent la sanction du non-respect de la loi informatique et liberté. Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel sans mettre en œuvre les mesures prescrites par l'article 34, dont je viens vous donner lecture, est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. Donc c'est-à-dire on ne rigole plus du tout. Depuis 2004, puisqu'on a multiplié par 3,5 les sanctions, le fait que l'obligation de protection des données à caractère personnel est pénalement sanctionnée. J'apprends pas aux chefs d'entreprise que vous êtes ici que la violation des règles d'hygiène et de sécurité est pénalement sanctionnée également. C'est l'entreprise, personne morale, qui peut être sanctionnée, mais aussi le chef d'entreprise. C'est la même chose pour la protection des données à caractère personnel. Et on a régulièrement des cas d'exemple dans lesquels les données de salariés ou de stagiaires ou de collaborateurs ou de prospects sortent de l'entreprise, ne sont pas sécurisés, sortent de l'entreprise et sont connus par des tiers qui n'auraient pas dû y avoir accès. Il n'y a pas toujours des plaintes, mais quand il y a des plaintes, on va très loin sur la sanction possible. J'ouvre une parenthèse pour donner un exemple. Non seulement il y a des sanctions possibles pour l'entreprise, mais aussi des absences de sanctions pour les pirates qui seraient rentrés dans le système d'information sans avoir franchi aucune porte de sécurité. Rappelez-vous cette affaire où il y a un journaliste d'un magazine informatique qui est rentré sur le site de Tati, vous savez, cette grande chaîne de magasins qui vend des objets pas chers, qui a pu pénétrer sur le réseau de Tati au travers du site internet de Tati, qui a pu identifier des données de salariés, qui a rendu dans son article des données de salariés. Donc il a mis Raphaël P.,
a été malade pendant 15 jours, il n'a pas voulu reprendre son travail, il y a eu un litige, etc. Et donc, il a diffusé un certain nombre d'informations sur la vie collective et salariale d'un certain nombre de collaborateurs de Tati. Tati a porté plainte au pénal, et devant le tribunal correctionnel, il a été fait la preuve par le journaliste informatique qu'il avait pu rentrer par le site internet ouvert au public sur le réseau web, le réseau internet, de là basculer sur le réseau informatique de l'entreprise, et depuis ce réseau informatique de l'entreprise, basculer sur la partie RH, et de la partie RH, butiner des données à caractère personnel, en clair. Et il n'a pas été sanctionné par le tribunal correctionnel, qui a considéré que rien n'étant mis en œuvre par l'entreprise, à cette époque-là, je pense que ça a bien changé depuis, parce que ça remonte à 5 ou 6 ans, rien n'étant mis en œuvre, il ne pouvait pas être fait le reproche aux journalistes informatiques d'avoir pénétré, d'avoir violé un système d'information qui aurait pu être sanctionné. Tout ça pour vous dire que le principe de protection de données à caractère personnel est vraiment important. Donc c'est déterminer la finalité des traitements, les durées de conservation, puisque souvent on fait des traitements et puis ensuite on oublie que des traitements sont toujours faits dans l'entreprise, notamment pour les exemples simples, c'est la campagne de recrutement de nouveaux collaborateurs. Elle dure 6 mois. Pendant 6 mois, on fait des traitements de données sur les nouveaux collaborateurs. Une fois qu'on les a embauchés, on s'en occupe plus. Et puis on ne s'aperçoit pas que le service marketing a fait des échanges avec des partenaires, des nouveaux services, des anciens prospects qui cherchaient à rentrer dans l'entreprise. Donc ça, c'est la durée de conservation. Les préconisations générales, c'est ce qu'on fait quand on n'a pas une maturité suffisante sur la loi informatique et liberté, c'est faire à un instant donné un audit de conformité pour vérifier où on en est de la mise en œuvre ou non de la loi informatique et liberté. Ensuite, il y a des mises en conformité qui se déroulent après l'audit juridique de conformité. D'abord, c'est les déclarations CNIL si on n'en a pas faites. Éventuellement, la désignation d'un correspondant informatique et liberté qui peut avoir des responsabilités particulières et qui dispense d'un certain nombre d'obligations de déclaration. C'est ensuite la mise en œuvre d'une charte informatique dont je vous disais qu'elle était importante. C'est pas un document très compliqué à concevoir. En général, il faut bien le faire avec le management et les ressources humaines, sans oublier bien évidemment les responsables informatiques si vous en avez dans votre entreprise. Et dans les entreprises qui sont un peu plus structurées, souvent ce qu'on préconise, c'est une charte informatique pour l'utilisateur lambda et une charte spéciale pour les administrateurs réseau. Parce que les administrateurs réseau ont des droits particuliers, et associés à ces droits particuliers de traitement de données, ils ont souvent des obligations renforcées particulières qu'il vaut mieux traiter dans une charte spéciale. Et puis la politique interne, bien sûr, je l'évoquais, le correspondant informatique et liberté permet de la diffuser. Les domaines d'application particuliers, juste pour mémoire, très vite, c'est la biométrie. Les modalités de sécurisation physique d'une entrée dans une entreprise ou sur un site de production peuvent impliquer le recours à des solutions de biométrie qui sont soumises à l'autorisation préalable de la CNIL quand elles doivent gérer des données à caractère personnel. Il y a des systèmes de biométrie passifs, il suffit de présenter un badge sans traitement de données à caractère personnel qui ouvre le portillon. Il y en a d'autres qui gèrent des données à caractère personnel, notamment quand c'est associé à des contrôles de durée de temps de travail. La vidéosurveillance, la CNIL a pris sous son spectre d'intervention les mises en place de systèmes de vidéosurveillance, notamment quand la vidéosurveillance est détournée pour surveiller le personnel, et pas simplement pour surveiller un stock ou un site de production. La géolocalisation, je l'évoque pour mémoire, et les flux de données transfrontières. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avec toutes les offres cloud qui sont proposées à des coûts très réduits pour les entreprises, le plus souvent, les données sont exportées au-delà du territoire de la communauté européenne. Or, il existe dans la loi informatique et liberté un principe d'interdiction d'export de données à caractère personnel vers des pays qui n'ont pas de législation conforme à nos standards européens de protection de données à caractère personnel. Si bien que vous avez sur le site de la CNIL une petite map-monde très sympathique, où la CNIL a pris la précaution, sur mon écran c'est pas très clair, donc je vais me déplacer. La CNIL, vous voyez donc l'Europe, en vert c'est les pays qui ont un niveau équivalent à la protection des données, en bleu c'est les niveaux adéquats de protection des données sous certaines conditions, qui sont vérifiés par la CNIL, et notamment c'est les États-Unis d'Amérique avec lesquels il y a un accord bilatéral, Commission européenne, gouvernement des États-Unis, et notamment aussi oui, c'est ça, les États-Unis. Ensuite, il y a des niveaux non adéquats. Donc, si vous choisissez où vous voulez, dans une zone rouge, un hébergeur de données, vous n'avez pas le droit de lui envoyer vos données. Donc, c'est un petit problème. Et puis, il y a des pays qui disposent d'une autorité de contrôle. Donc, normalement, il y a une législation d'une autorité de contrôle dont la CNIL est moins regardante sur la façon dont on exporte les données.
Donc ça, c'est intéressant parce que ça vous permet de visualiser rapidement les cas dans lesquels vous avez le droit ou pas d'exporter vos données. Et donc, vous devez choisir non seulement la nationalité de votre hébergeur de données, mais c'est pas suffisant parce que vous pouvez avoir un hébergeur français qui a une cascade de sous-traitance d'hébergement et qui en fait va héberger vos données au Pakistan. J'ai rien contre le Pakistan, mais simplement la CNIL rappelle qu'au Pakistan, il n'y a pas une législation suffisante qui permette d'exporter des données là-bas. Ça implique d'avoir un niveau de contrôle sur les contrats de fourniture de solutions d'hébergement ou d'externalisation minimal. Je termine avec les respects des droits de propriété intellectuelle. Il n'est pas rare d'avoir un chef d'entreprise qui, à 8 heures du matin, est dérangé par 3 gendarmes, un huissier de justice, un expert en informatique qui viennent faire une saisie contrefaçon de logiciel. C'est très simple. Quand on est éditeur de logiciels, grand ou petit, quand on pressent qu'un utilisateur utilise des logiciels sans licence, alors je vous rassure tout de suite, quand ce sont des grands éditeurs mondiaux, ils savent très bien qui utilise, qui n'utilise pas les logiciels sans licence. Ils n'ont pas besoin d'être en relation contractuelle avec vous pour savoir que vous utilisez à leur insu des licences piratées. Il y a beaucoup de systèmes en informatique aujourd'hui qui permettent très bien de savoir qui utilise des solutions sans licence. Et donc, sur autorisation du président du tribunal de grande instance, cet éditeur diligente un huissier qui vient ouvrir l'ensemble du serveur et du réseau informatique, qui vérifie tous les postes, pour vérifier si son mandant, c'est-à-dire l'éditeur X ou Y, a bien, sur vos postes, des licences qui correspondent aux utilisations. Puis comment ça se passe en général? Il faut que vous sachiez que la contrefaçon de logiciels en droit français, c'est à la fois civil et pénal, qu'on soit de bonne ou de mauvaise foi. C'est-à-dire, si vous êtes chef d'entreprise et qu'à votre corps défendant, même si vous avez dit que c'était pas légal, un utilisateur chez vous a mis une solution logicielle sans licence, il y a contrefaçon de logiciel, le chef d'entreprise est passible de sanctions pénales, même s'il est de bonne foi. Comment ça se passe en général? Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, quand on défend l'entrepreneur qui est pris la main dans le sac, ou le doigt dans le pot de confiture, vous avez l'avocat du mandant qui vous appelle, qui vous dit, mon cher confrère, c'est simple, dans 1 mois, il y a un procès en contrefaçon de logiciel devant le tribunal de commerce, et puis comme je suis sûr de gagner, 6 mois après, je dépose plainte au pénal, et puis je convoque les journalistes à l'audience correctionnelle. Donc soit vous êtes d'accord pour transiger à mes conditions dans 15 jours, soit je déroule tous les procès. Et en général, les procès en contrefaçon se transigent parce que comme le curseur est très haut et le chef d'entreprise n'a pas envie qu'on parle de lui comme étant un coquin utilisant des logiciels contrefaits, on transige. Tout ça pour vous dire qu'il faut faire des revues au moins 1 fois par an, des revues de conformité logicielle. C'est pas très compliqué à faire. Il vaut mieux s'en remettre à des professionnels qui le font de manière plus efficace et complète pour être sûr d'avoir fait la démarche de vérifier la conformité de contrefaçon. C'est la même chose pour tout ce qui est utilisation de sites internet et l'extraction de bases de données, le dernier point. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'acteurs économiques qui utilisent des aspirateurs de données, c'est des logiciels tout à fait puissants, qui viennent pomper les données de vos concurrents. En général, c'est Service Marketing qui met ça en œuvre sans vous le dire, sans le dire à la DSI, sans le dire au management, et qui va pomper des données l'air de rien, souvent ça se passe la nuit, chez un concurrent. Parfois quand le concurrent s'en aperçoit, là aussi il est fondé à engager une procédure en concurrence déloyale qui peut coûter très cher. J'en viens maintenant, s'il me reste 5 minutes. Oui, c'est ce que j'allais dire, si on peut faire en 5 minutes la deuxième partie pour garder une partie d'échange avec la salle. Volontiers. Merci. Maintenant, sur l'aspect plus proactif et positif, j'allais dire la surveillance des réseaux. Une fois qu'on sait qu'on a une obligation de surveiller les réseaux, il faut mettre en œuvre des mesures pour les surveiller. Il y a un certain nombre de dispositions légales qui s'appliquent, notamment en droit du travail pour les collaborateurs. Je cite 2 articles du Code du travail qui sont assez significatifs des règles qui s'appliquent. Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. La sécurité informatique n'autorise pas tout. C'est ce que ça veut dire. Sous prétexte de garantir la sécurité de vos personnels, de vos informations, de votre patrimoine informationnel, vous ne pouvez pas tout mettre en œuvre et fliquer de manière permanente et totale vos salariés. Pourquoi? Parce que la Cour de cassation a rappelé que c'est depuis 2001, la fameuse arrêt Nikon, le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée. Donc on ne peut jamais interdire totalement l'utilisation du matériel informatique remis aux salariés à des fins strictement personnelles. Chacun a toujours le droit sur son lieu de travail à une parcelle de vie privée dans l'utilisation des moyens mis à sa disposition. Le téléphone, l'informatique, y compris les téléphones mobiles, téléphones fixes bien sûr, mais téléphones mobiles également, quand il y a des flottes de téléphones mobiles qui sont remis aux salariés. Donc il y a bien une vie privée résiduelle sur le lieu du travail qu'on ne peut pas réduire.
Si vous avez l'idée de mettre dans la charte informatique qu'il est strictement interdit d'utiliser l'ordinateur remis par l'employeur à des fins personnelles, c'est une clause qui n'aura aucune application légale. Elle sera réputée non écrite, quand bien même vous l'aurez mise dans le contrat de travail ou la charte informatique. Et donc la Cour de cassation, depuis quelques années, précise un certain nombre de points. Sauf risque ou événement particulier, l'employeur ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnels, contenus soit dans le disque dur de l'ordinateur mis à sa disposition qu'en présence de ce dernier. Dans la phase de mise en œuvre des mesures de sécurité informatique, vous pouvez déceler, c'est tout l'intérêt d'une mesure de sécurité informatique, déceler des usages contraires à ce que vous décidez dans l'entreprise. Mais la limite à ça, c'est le fait qu'un mail, par exemple, ou un fichier soit identifié comme strictement personnel. Et ça, c'est la limite qu'on ne peut pas franchir, sauf cas particulier. Par exemple, vous avez de forts soupçons sur des fuites de données à l'égard d'un concurrent qui sont le fait d'un salarié, d'un collaborateur. C'est un événement qui pourrait justifier de passer au-delà du caractère strictement personnel d'un mail que normalement vous ne devriez pas pouvoir ouvrir. Après, il faut pouvoir justifier de l'événement particulier. Ce qui signifie que le salarié doit identifier comme personnel ces messages ou ces fichiers. Depuis le 20 janvier 2016, c'est la même chose pour les messages issus de la messagerie personnelle que l'employeur ne peut pas utiliser dans un procès, puisque c'est la limite, c'est vraiment l'atteinte à la vie privée. En revanche, la dernière décision que je peux citer ici, les statistiques de connexion, elles, quel que soit le site sur lequel le salarié se connecte, sont tout à fait possibles. Alors il y a des sites marchands qui ne sont pas porteurs de virus, il y en a d'autres qui sont porteurs de virus, et donc on peut tout à fait surveiller les flux de connexion, les volumes de connexion de chaque salarié. C'est tout à fait reconnu comme possible. Les obligations du salarié, c'est ne pas crypter des fichiers pour rendre inaccessible son ordinateur. Ça, c'est un manquement à l'obligation de loyauté. C'est limiter la quantité de courriers identifiés comme personnels ou emails reçus. Si vous mettez en tête d'arborescence strictement personnel, c'est un peu facile. C'est-à-dire, par principe, vous voulez interdire l'accès au DSI ou au responsable de la sécurité à l'ensemble des fichiers qui sont utilisés pour les besoins du travail. C'est aussi une obligation illégale. Enfin, imposé aux salariés, il ne peut pas le faire. Se connecter pendant des durées limitées à des sites non professionnels, ça c'est en fonction de l'entreprise et de la politique qu'elle met en œuvre. Et puis communiquer son mot de passe, c'est aussi une obligation de loyauté. Le pouvoir de l'administrateur, la surveillance habituelle du réseau, bien sûr, un pouvoir d'enquête sur les incidents, l'obligation de saisir les autorités judiciaires, même si instruction contraire. Ça c'est uniquement en cas de crime dans les affaires les plus graves. L'information du personnel sur la mise en œuvre de tout dispositif de surveillance, et puis la consultation préalable du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, et bien sûr les obligations de la CNIL. La revue de contrat, je passe très vite. Je vous ai dit tout à l'heure que dans certains contrats, il valait mieux identifier un souci de sécurité à l'égard de vos fournisseurs. C'est toujours plus facile de reprocher à un fournisseur d'avoir manqué à une obligation qui aurait un impact en matière de sécurité informatique si ça a été mis préalablement dans le contrat stipulé avec ce fournisseur. Dernière chose, n'oubliez pas que vous pouvez vous garantir sur la fuite de données ou les conséquences de la fuite de données avec une assurance souscrite auprès de compagnies d'assurance qui produisent aujourd'hui un certain nombre de contrats qui sont tout à fait adaptés, notamment sur les risques de données, puisqu'ils prennent en charge les frais de reconstitution de données qui parfois sont extrêmement lourds et coûteux. Dernière chose, et j'en ai terminé en une minute, c'est la gestion des situations de crise. Deux rappels. D'abord, celui des règles de preuve. Quelle est la valeur d'une preuve qu'on peut collecter sur un réseau informatique quand on est soit victime d'une attaque, soit d'un comportement malveillant d'un salarié qui est sur le départ, notamment qui est licencié et qui, avant de partir, va faire des copies intégrales de plans, de bases commerciales, de matrices financières, etc., etc. Il faut que vous sachiez qu'en matière civile et commerciale, la preuve est relativement libre. Elle est parfois même organisée dans les contrats commerciaux. On décide ce qui a valeur de preuve. Aujourd'hui, globalement, un mail a valeur de preuve dès lors qu'on peut vérifier et démontrer l'authenticité du mail. L'authenticité de l'émetteur, son identité, l'authenticité de contenu et l'identité du destinataire du mail. En matière prud'homale, seuls les messages, les traces qui sont collectées conformément au Code du travail ont valeur de preuve. Je donne l'exemple souvent qui est vécu par une grande chaîne de distribution. Chaque clôture de caisse le soir, sur les 60 caissières, il y a une caissière qui ne clôture pas juste sa caisse. Il manque toujours une centaine ou 200 euros.
Donc un jour, on la change de caisse pour vérifier si c'est pas la caisse enregistrée qui a des problèmes de fonctionnement. Et sur cette nouvelle caisse, il manque 200 ou 300 euros le soir de sa clôture. Donc l'employeur présume de manière très prudente que la caissière, quand elle clôture sa caisse, ne met pas tous les billets dans le sac qui vont remonter par air comprimé, mais quelques-uns dans sa poche. Et derrière les caissières, il y a des glaces en fond de teint, et on met une caméra. Et on filme la caissière tous les soirs. Et on s'aperçoit de manière tout à fait flagrante qu'elle vole quelques billets. Et donc on la licencie pour faute lourde. Or, il y a dans le Code du travail un article qui dit qu'on ne peut mettre en œuvre un système de surveillance des salariés sans avoir préalablement porté à la connaissance des salariés ce système de surveillance. Et donc le licenciement est invalidé parce que la caméra qui était derrière la glace en fond de teint n'avait pas été déclarée à l'ensemble du personnel. C'est la même chose en matière de protection du système d'information. Quand on met en œuvre quelque chose, on doit le porter préalablement à la connaissance des salariés. En matière pénale, toutes les preuves, même illicites, sont recevables. Pourquoi? Parce que la règle fondamentale, c'est que le juge fait son intime conviction en fonction des éléments qui sont mis à sa connaissance, fournis à sa connaissance. Donc, ça implique le deuxième point, et ce sera ma conclusion. Il faut savoir réagir sans se précipiter en cas de fuite de données ou d'incident informatique. Pourquoi? Je vous donne deux exemples. Quand vous avez un salarié qui a fraudé ou qui fuit et qui fait fuiter des informations qui sont stratégiques et confidentielles pour l'entreprise, il vaut mieux prendre le temps de vérifier si vous êtes au cordeau sur la loi informatique et liberté, parce que si vous engagez une procédure prud'homale, et que votre conformité informatique et liberté n'existe pas, vous risquez de voir invalider l'ensemble de procédures prud'homales que vous aurez engagées. Donc il vaudra mieux porter plainte au pénal, puisque au pénal, je vous ai dit qu'une preuve illicite pouvait être reçue. Donc si vous voulez démontrer un vol de données à caractère personnel, par exemple, ou financière, contre un salarié, si vous ne faites pas un état des lieux de votre conformité, vous risquez de vous prendre les pieds sur une mesure prud'homale que vous allez engager comme ça, de but en blanc, sans vérifier où vous en êtes de la conformité légale. C'est pareil en matière de concurrence déloyale. Aujourd'hui, malheureusement, si les pirates sont très actifs, la crise aidant peut-être, il est devenu presque un sport national de partir de son ancien employeur avec des données qu'on n'avait pas le droit de prendre. Les nombres de procès en concurrence déloyale sont très nombreux. Et en matière de preuves, on a beaucoup aujourd'hui d'outils qui permettent d'aller chercher, et d'arsenal légal, qui permettent d'aller chercher chez le salarié à son domicile, chez son nouveau patron, ou sur son serveur quand il est nouveau créateur d'une entreprise concurrente, les données qu'il aurait pu prendre, et ensuite engager une procédure soit en concurrence déloyale, soit au pénal. Donc voilà ce que je pouvais dire pour la conformité légale. Je suis à votre disposition pour des questions. Merci Maître Peugeot pour la clarté de vos propos. Je pense que ils ont été appréciés. Ce que je vous propose effectivement, à laisser peut-être la diapo question. Si vous avez déjà des questions, on aura un dernier petit thème avec Nicolas. Je vais vous demander de rester tous les deux sur la tribune. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qui a été présenté ou des précisions? Oui, j'avais une petite question. Que tout à l'heure, vous parliez du fait que toute la gestion de la sécurité devait être portée par la direction. Est-ce que vous auriez, je sais pas, des conseils ou des astuces pour, malgré le fait qu'on essaye de sensibiliser, de faire porter ces aspects sécurité, on essaye on les remonte, on fait remonter des choses. Est-ce qu'il y a des astuces ou des choses à faire pour arriver à sensibiliser vraiment concrètement les gens qui peuvent porter toute cette gestion de sécurité? Parce qu'on essaye, mais c'est difficile. Je pense que chacun en a une réponse. Je fais la mienne très rapidement. Je pense qu'il y a de plus pertinent, c'est de prendre des décisions de justice qui sont rendues par des juridictions dans le ressort desquelles l'entreprise est située pour exposer les faits et montrer les condamnations qui interviennent. Par exemple, prendre des arrêts de la Cour d'appel de Lyon, c'est en général très pertinent vis-à-vis d'un directeur juridique ou même un manager qui voit pas bien
le retour sur investissement de mesures de sécurité informatique qu'il pourrait prendre, et on peut le comprendre, c'est son job de gérer sainement son entreprise. Quand on fait des démonstrations, par exemple, moi j'ai en ce moment un procès d'une entreprise du Sud-Est, il y a un ancien collaborateur qui a passé 30 ans dans la boîte, qui a passé à tous les postes particuliers de l'entreprise. Il est parti à 3600 plans industriels pour monter une activité concurrente. Et la société qui s'est fait prendre les plans a vu que son chiffre d'affaires commençait à se réduire comme peau de chagrin 6 mois après le départ du collaborateur. Une fois ça, quand vous parlez à un chef d'entreprise de ce type de situation, c'est très concret. C'est pas un pirate qui est basé en Russie ou en Corée. C'est quelqu'un qui était collaborateur fidèle de l'entreprise, qui un jour est parti dans des conditions délicates de l'entreprise et qui a voulu porter tort à l'entreprise. Donc, à mon avis, les exemples très concrets sont souvent les exemples les plus pertinents pour faire appréhender les risques. Je rejoins totalement Maître Peuchot. C'est vrai que c'est très compliqué de faire porter le message de la sécurité auprès des dirigeants. Donc, c'est souvent ce qui s'est passé. Donc, déjà ailleurs, mais aussi des fois, retour d'expérience. Hein. Souvent, c'est surtout, je trouve en France, où on était en retard sur ce domaine-là, où on attend que ça arrive et après on se pose la question, on se dit tiens, on va mettre en place une politique de sécurité, on va mettre en place un plan de sécurité, un plan de continuité d'activité, etc., etc. Et c'est l'inverse qu'il faudrait faire, quoi. C'est mieux prévenir. Enfin, il vaut mieux prévenir que guérir. Mais voilà, c'est souvent en fait faire peur, quoi. Enfin, c'est ce qui se passe. C'est par des arrêtés, c'est par des exemples d'entreprises ou voilà d'incidents qui se sont passés. Et voilà, après, ça va dépendre aussi totalement de la sensibilité du dirigeant. Il y a des dirigeants, moi j'ai eu des dirigeants qui sont très prudents, donc là, la sécurité, ils y vont. Par contre, voilà. Le dirigeant va surtout vous dire la sécurité a un coût. Mais la non-sécurité aussi. Hein. Donc voilà. On dit la sécurité a un coût, mais les données ont une valeur. C'est pas tout à fait le même registre. Oui, moi je voulais un petit peu savoir, je veux profiter de votre présence, maître, lors d'une attaque ou d'une dégradation d'un système d'information, est-ce qu'on doit prévenir impérativement la gendarmerie? Est-ce qu'il y a des gendarmes dans la salle? Ça dépend quelle gendarmerie. Et puis tout dépend quelle est votre nature d'activité, et puis si vous avez des mandats locaux politiques, ou si vous avez voilà, enfin bon. Il y a beaucoup de cas de figure différents en fait. Je pense qu'il faut être pragmatique. Il y a des services de gendarmerie qui sont extrêmement pointus sur le profilage des pirates, sur la remontée, ce qu'on appelle l'inforensique, hein, c'est la remontée des traces pour aller identifier d'où est parti un rebond, etc. Mais ce n'est pas le cas de toutes les gendarmeries de campagne, j'allais dire. Donc il faut aussi mesurer le mérite d'aller déranger les services de gendarmerie. Ils ne peuvent pas, bien sûr, identifier tous les pirates. Et c'est bien évidemment aussi en fonction de la nature des données et de l'impact de l'incident de sécurité que vous rencontrez. Je pense qu'il faut il faut vraiment mesurer. Dernière chose, il faut savoir quand on a recours à la justice, service de police, plainte au pénal, une fois qu'on a lâché le coup et donné les informations, on n'a plus aucune maîtrise sur ce que ces services de l'État font. C'est normal, ils ont une autonomie d'investigation, mais parfois ça peut être gênant parce que, je ne dis pas qu'il y a des révélations de confidentialité, hein, quoique parfois, vous savez, le secret de l'instruction est le mieux gardé, sauf quand c'est simplement les juges qui en sont dépositaires, hein, souvent c'est ça qu'on dit. Donc il faut être très prudent sur la nature des informations et puis la stratégie que vous voulez mettre en place. Il faut quand même rendre hommage aux services de sécurité parce qu'ils ont une montée en puissance depuis 10 ans qui est considérable. Donc les gendarmes ont des services N-Tech qui sont très pointus et très affinés sur un certain nombre de mesures d'instruction qui peuvent, et parfois il n'y a qu'eux qui peuvent le faire. C'est vrai, pour avoir participé à une conférence dernièrement avec la gendarmerie, il y a très peu de gendarmes N-Tech. Voilà, je crois qu'il y en a un dans la Loire, il me semble, et je ne sais pas s'il y en a dans le Rhône, je ne suis pas sûr. Enfin, voilà, et c'est vrai que pour eux, c'est très compliqué. Ils arrivent à recenser, on va dire, les menaces, enfin voilà, mais ça s'arrête là pour l'instant. Et des fois, ils sont un peu démunis. Mais bon, ça commence à arriver. Pour avoir discuté avec eux, c'est quelque chose qui commence à bien se mettre en place. Hein. Et puis aussi, ils ont une gestion des priorités. Mais pas que gendarmerie d'ailleurs, tout ce qui est DGSI, la Direction Générale des Surveillances Intérieures, a des systèmes, enfin des équipes sont spécialisées, et on sent bien qu'ils ont des grilles de lecture de l'incident qui fait qu'ils prennent ou ils prennent pas en fait. Hein. Voilà.
Bonjour. Alors j'avais une question au niveau des ransomware. Dans la présentation que vous avez faite, il y avait beaucoup de prévention, on va dire. Beaucoup de se prémunir contre le risque, faire attention aux mails, faire attention aux pièces jointes. Malheureusement, souvent en tant que prestat informatique, on guérit plus qu'on prévient. Donc on arrive souvent après les dégâts. Et malheureusement, les chefs d'entreprise nous demandent de faire des miracles. Parce que nous sommes soi-disant les informaticiens, les génies, blablabla, exactement. Donc à tous ceux qui souffrent d'un souci d'orgueil, je suis désolé, ce n'est pas le cas. Je voulais vous poser une question, c'est quelles sont les mesures à faire quand un client, par exemple, est soumis à un ransomware type Loki? Quelles sont les choses qu'on peut faire, étant donné que ce client, eh bien, le seul backup qu'il a, c'est son disque dur externe qu'il a évidemment laissé brancher à sa tour, et que le ransomware a infiltré la totalité de ses backups et que tout est foutu en gros. Voilà. Déjà, je pense en tant que ce soit un service informatique interne ou un prestataire informatique, pour moi c'est la même chose parce qu'on est au service de l'entreprise. Et déjà, on a ce devoir de conseil de devoir dire aux dirigeants, attention, voilà, les risques que vous avez. Après, c'est aux dirigeants de prendre ses responsabilités et de dire, j'accepte ce risque ou je ne l'accepte pas. Après, nous, on a ce devoir de conseil de dire en tant que prestataire, voilà ce qui va se passer, ce qui peut se passer. Après, quand c'est le cas d'un cryptolocker, Loki ou quoi que ce soit, si j'ai bien compris la question sur les mesures de prévention, déjà, c'est si vous avez ce virus-là, vous éteignez l'ordinateur tout de suite. L'utilisateur, il arrête tout, quoi. Il débranche l'ordinateur. Voilà, c'est pour pas que ça affecte tout le reste. C'est vraiment la première chose. Après, de toute façon, en mesure de prévention, il n'y a pas de règle exacte, malheureusement. Voilà, on essaye, nous, tant bien que mal, de trouver des solutions 2i, mettre des surveillances en place, des choses comme ça. Mais on va s'arrêter, on va dire, à la surveillance de telles pièces jointes, des points Loki, je me rappelle plus des termes, je suis pas du tout technique, donc c'est ceux qui sont plus techniques, et c'est vrai mais ça avance. On a eu point Loki, on a eu point CryptoLocker, il y a eu dernièrement point Crisis, mais entre le moment où on a détecté le nouveau virus, forcément, il y a quelqu'un qui a ouvert là, et on n'a pas eu le temps de mettre à jour les systèmes, quoi. Donc en gros, pour quelqu'un qui n'a pas les moyens de se protéger, donc qui a son pauvre petit disque dur, vous lui conseillez de payer la rançon? Je ne le conseillerais pas. Je lui dirais qu'il y a 9 chances sur 10 pour qu'on lui la donne. Après, je ne le conseillerais pas. D'accord, ok. Je ne veux pas être désobligeant avec 2i, qui a la gentillesse de m'inviter aujourd'hui, mais il n'y a pas très longtemps, il y a une condamnation assez sévère d'un prestataire informatique qui avait préconisé la mise en place de mots de passe, qui n'avait pas vérifié si ces préconisations étaient mises en œuvre. Il y avait eu une attaque avec des vols de consommation de communication téléphonique, et c'est le prestataire qui a été condamné pour manquement à l'obligation de conseil. Il y a une question, je crois, qui est apparue à l'écran, peut-être à laquelle vous pourriez répondre. Y a-t-il des organismes qui valident l'état de sécurité de notre système d'information? Oui, des prestataires comme 2i sans doute. Ensuite, des sociétés spécialisées en fonction des exigences de sécurité de l'information. Et puis, quand on est dans un secteur d'activité sensible, c'est parfois les autorités de l'État, l'ANSSI, qui délivrent des homologations de sécurité ou des certifications de sécurité, indépendamment des organismes de normalisation qui délivrent la norme ISO 27001 quand on a entrepris une démarche de normalisation. Oui, est-ce qu'on peut être victime de sa paranoïa, c'est-à-dire si on a chiffré avec un algorithme trop compliqué ses données personnelles, est-ce qu'il y a des lois pour ça? C'est-à-dire si on chiffre nos données dans un mode paranoïaque, est-ce que l'État interdit un chiffrement trop fort en fait? Vous êtes d'Apple? Alors, il y a des règles de chiffrement qui sont effectivement très précises, qui sont complexes. Le principe est général étant que, normalement, en droit français, quand on est diffuseur, c'est-à-dire exploitant de solutions, et qu'on fait profession de commercialiser des solutions de chiffrement, on doit tenir à disposition de l'État les clés de chiffrement en cas de nécessité d'instruction pénale. Pas quand on est simple utilisateur. Voilà. Donc si on est simple utilisateur d'une solution de chiffrement, il n'y a normalement pas de raison qu'on diffuse à une autorité de gendarmerie les clés de chiffrement.
Excusez-moi, mais c'est en train de changer parce que vous avez vu que l'État français s'est saisi de la question Apple. Donc pour l'instant, comme ça n'a pas été tranché de manière définitive, à part une décision de l'Assemblée nationale, on ne peut pas véritablement répondre. Oui, excusez-moi. En fait, moi, je vais juste faire un petit troll. C'est que tout à l'heure, on parlait des logiciels propriétaires. Bah, utilisez plutôt des logiciels libres et comme ça, il n'y aura pas de problème au niveau des licences. Oui, mais si je peux me permettre, le logiciel libre, c'est un logiciel propriétaire dont l'utilisation n'est pas payante. Mais c'est quand même un logiciel propriétaire. Oui, mais bon, moi, un accès au code source et... Oui, mais dans des conditions où il faut souscrire à la licence GNU ou autre, hein, ou GLU. Ouais. Et ça se fait pas non plus n'importe comment. Mais vous avez raison de dire que c'est un bon sinon, choix. Je préfère utiliser du BSD, mais bon. Chose aussi sur les crypto-lockers aussi, ce temps-ci, je bosse beaucoup sur le sujet. Les derniers en date, en fait, ils sont, ils sont au niveau chiffrement, ils sont très forts, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a certains qui sont réversibles. Et il y a certains spécialistes ainsi qui... Moi, j'ai quelques clients qui ont eu des disques durs qui sont faits chiffrer. Et en fait, en faisant du reverse sur les binaires, on pouvait récupérer les... En fait, parce que la plupart des développeurs qui développent ça, en fait, se trouvent des portes de sortie. Parce que quand ils testent sur leur matériel, en fait, ils peuvent faire la bêtise de crypter leur propre disque. Donc en fait, donc ce temps-ci, il y a des faux lockers en fait. Donc après c'est sûr que ça peut se décrypter, ça a un coût derrière. Là, il va falloir mettre un coût de la perte de données face au coût. Forcément, ça va être faire décrypter ces données. Ça va être cher parce que vous allez les vouloir. C'est comme si vous avez un disque dur qui crache et vous n'avez pas de sauvegarde, vous voulez le restaurer. Forcément, ça coûte cher. Hein. On a un spécialiste qui est pas très loin d'ici, qui permet de retrouver vos données sur des disques durs HS. Hein. Voilà, les prix sont pas donnés, mais c'est normal, quoi. Vous êtes quand même perdu. Enfin, vous avez plus rien à faire, vous avez plus de données, vous avez plus, que ça soit via un crypto-locker ou via un crash de votre disque dur. Derrière, voilà, si vous n'avez pas de sauvegarde, il faut trouver des solutions. Et des fois, ces solutions, heureusement, il y a des gens qui arrivent à décrypter. Mais derrière, forcément, c'est un coût. Donc, il va y avoir une notion de coût derrière, à voir quelle est ma perte de chiffre d'affaires ou ma perte de données, combien elle vaut par rapport au coût que ça va me prendre pour les reconstruire. Moi, j'ai une question à Maître Peuchot. Est-il obligatoire ou, on va dire, préférentiel de faire valider juridiquement une charte? Parce qu'une charte, tout le monde peut en faire. Mais derrière, voilà, pour qu'elle soit opposable, je pense que, est-ce qu'il faut la faire valider juridiquement? Merci pour cette excellente question. Il y a une toute petite PME du sud de la France qui s'appelle Lucent Technologies, qui un jour a eu un collaborateur qui faisait Aix-en-Provence-Marseille par l'autoroute, qui en avait marre d'avoir des bouchons, marre d'avoir des grèves de la société Escota, qui est une des sociétés qui exploite les autoroutes du sud de la France. Et comme son job, c'était de monter chez Lucent Technologies des sites web de test, il a créé un site web qui s'est appelé escroca.com, sur lequel il s'est lâché sur les gens d'Escota. Ils se sont moqués, il a insulté tous les collaborateurs de la société exploitant l'autoroute parce qu'il en avait marre d'être bloqué sur l'autoroute. Ça n'a pas plu du tout aux gens d'Escota, vous l'imaginez bien. Ils ont porté plainte au civil et ils ont cherché à obtenir la condamnation de Lucent Technologies en tant que responsable de la diffusion sur Internet d'informations portant à l'atteinte à leur image et à leur réputation par les collaborateurs de Lucent Technologies. Alors ceux qui connaissent Lucent Technologies, c'est quand même un monstre américain. Dans les nouvelles technologies, c'est une très grosse entreprise. Il se trouve qu'il y avait une charte informatique, et on le sait parce que le juge a fait des citations dans sa condamnation. Donc il a condamné Lucent Technologies à raison du comportement de son collaborateur, du fait du préjudice subi par la société d'autoroute, parce que, a dit le juge, dans la charte informatique, il en a cité certains termes, il était toléré l'usage des moyens mis à la disposition des collaborateurs afin de créer des sites Internet. Donc en fait, le juge a été chercher dans la charte informatique
des dispositions qui n'étaient pas suffisamment juridiquement validées et contraignantes pour rendre responsable celui qui avait élaboré la charte informatique. Donc je réponds oui à votre question. Il vaut mieux avoir une validation. En général, la charte informatique, elle est produite initialement, la V1, par le service informatique, qui connaît mieux que toute personne la façon dont il peut gérer les accès, les flux, les autorisations. Ensuite, c'est relu par le service RH, qui connaît bien son personnel et la façon dont le personnel peut recevoir la charte. Et derrière, c'est validé juridiquement par un juriste interne ou un avocat. C'est les 3 couches de validation, mais je suis d'accord avec vous. On vous propose de prendre une dernière question et ensuite on vous invitera à un petit buffet. Il y a, je pense, pas mal d'experts dans la salle aussi pour poursuivre les échanges. On devait aborder la notion de sinistre majeur également avec Nicolas Barre. Ce que je vous propose, c'est que vous puissiez aborder toutes ces questions au cours de ce cocktail et on finit donc avec la dernière question. Alors, plus juridique, SOPA et ACTA, est-ce que c'est un risque pour nos entreprises françaises d'héberger des données, même s'il y a eu des accords bilatéraux entre les clouds américains et les clouds français? Est-ce que c'est un risque pour l'intelligence économique d'aller mettre ces données même chez les Américains? Surtout chez les Américains. Voilà. Le même n'est pas dans le sens de la question. J'osais pas. Mais même Madame Merkel a été espionnée par les grandes oreilles américaines. Alors donc vous imaginez vos malheureuses données, vous, entreprises françaises, qui sont sauvegardées chez les Américains, c'est un vrai problème. Il y a, on va dire, oui, je crois 2 mois ou 3 mois, en fin d'année dernière, la Cour de justice des communautés européennes a annulé la convention qui liait, ce qu'on appelle le Safe Harbor, a annulé la convention qui liait la Commission européenne avec le gouvernement des États-Unis d'Amérique, qui permettait d'homologuer un certain nombre de prestataires américains d'hébergement ou d'éditeurs de solutions logicielles qui montraient patte blanche et montraient qu'ils étaient conformes aux exigences de la loi informatique et liberté française. Or, cette décision a été annulée, donc aujourd'hui il n'y a plus de garantie juridique, tout ça parce que la sécurité des données aux États-Unis n'était pas garantie. Alors j'en veux pas particulièrement aux acteurs américains, mais sachez qu'il y a de très bons hébergeurs de données, très sécurisés, très sérieux en région lyonnaise par exemple, ou même dans la Loire. Donc il faut faire un peu de patriotisme économique et confier nos données à des hébergeurs qui sont homologués, qui sont surveillés par l'ANSSI, qui sont garantis par des normes et dont on sait que les données ne seront pas espionnées par des gouvernements étrangers. Pas forcément qu'américains d'ailleurs. Voilà. Un dernier petit coricoco. Merci Maître Vrechot, merci Nicolas Barre pour la Société 2i. Je vous propose donc qu'on se dirige vers le buffet pour poursuivre les échanges. Et puis n'oubliez pas donc la petite documentation qu'on vous a remise et le petit questionnaire d'évaluation à nous laisser avant de partir. Merci. On peut les applaudir.